Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien en tout cas. Aujourd'hui nous sommes avec un docteur en psychologie, le docteur Charles. Bonjour. Bonjour, Eman. Merci de nous avoir accordé de ta disponibilité. C'est moi qui te remercie. Là, il faut dire que aujourd'hui nous sommes à Paris et le temps c'est pas ce qu'on a de plus à Paris. Pas du tout, mais bon, quand on est là. On essaie d'être là. Donc j'espère que vous allez apprécier le type de contenu parce qu'aujourd'hui on attaque vraiment un sujet très fort, un sujet qui est très important, pourtant très négligé en Afrique aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. J'espère qu'aujourd'hui avec les éléments que nous apportera le docteur, on en apprendra davantage et on en sortira du moins grandi à la fin de la vidéo. Donc surtout restez jusqu'à la fin, abonnez-vous et n'hésitez pas à nous dire tout ce que vous en avez pensé en commentaire. Donc bonjour docteur. Bonjour Eman. D'accord. On va commencer par un truc tout simple. C'est quoi l'orientation déjà? Alors l'orientation, si je me limite à la définition qu'en donne l'UNESCO, c'est une pratique éducative de type continu qui vise justement à accompagner l'individu sur le plan scolaire, mais également sur le plan professionnel. Concrètement, il s'agit de quoi? Il s'agit de donner à l'individu, à l'élève d'abord, et puis à l'adulte qui sera demain, les moyens justement de mieux faire des bons choix à l'école et des choix qui vont l'amener à s'intégrer de façon harmonieuse dans la vie professionnelle. D'accord. En gros, c'est ça. C'est quelque chose de bien cadré en fait. Je veux dire, on sait exactement ce que c'est. Mais pourtant, malgré ça, on voit que c'est quelque chose d'important d'après la définition. Mais pourtant, d'après mon constat personnel, je pense que le constat de pas mal de personnes également, on voit que c'est quelque chose d'assez négligé, voire de très oublié en Afrique. Pourquoi cela? Oui, mais on va dire que justement, cela s'inscrit dans une histoire. C'est que, à la base, si je me réfère si on se limite à l'histoire du Cameroun par exemple, à la base, l'orientation au Cameroun est pratiquée comme juste une technique de sélection pendant la colonisation qui permet justement de choisir des employés pour envoyer dans des techniciens pour envoyer dans des industries qui sont supposées servir produits pour la métropole. Donc c'est progressivement justement que la pratique commence à être intégrée dans le système scolaire au Cameroun. Donc on ne se limite plus à cette pratique de sélection de la main-d'œuvre pour l'industrie, mais plutôt à une pratique copiée sur le modèle français de sélection, d'orientation, de prescription pratiquement de choix scolaires. Mais aujourd'hui, on va dire que l'orientation est en train d'évoluer au Cameroun. On forme beaucoup de conseillers d'orientation, mais ces conseillers d'orientation sont cantonnés dans les établissements scolaires et ces conseillers d'orientation fonctionnent encore sous le modèle qui a été imposé par la France, par la métropole à l'époque. Donc, ils se limitent justement à aider les enfants à être des fournisseurs d'informations qui orientent le choix scolaire, alors que l'orientation doit aller au-delà de cela. D'accord. Et justement, en parlant de ça, si je comprends bien déjà, l'orientation est arrivée au Cameroun par le biais des colons, entre guillemets, avec un projet de produire, entre guillemets, des ouvriers pour l'industrie. De sélectionner, des ouvriers. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est réellement dans l'orientation au Cameroun? Je veux dire, depuis le départ des colons, finalement, où est-ce qu'on en est? Aujourd'hui, en fait, on peut dire qu'il y a un constat paradoxal, c'est que en même temps, au moment où justement les gens se plaignent de ne pas sentir véritablement l'impact de l'orientation, on se rend compte que l'État forme de plus en plus de conseillers d'orientation. Avant, on n'avait que l'école normale. Je suis issu de la 44e promotion des conseillers d'orientation de l'école normale. Donc l'école normale formait des conseillers d'orientation qui étaient dispatchés dans tous les établissements scolaires du Cameroun. Mais depuis quelques années, on a plusieurs autres écoles normales qui forment des conseillers d'orientation. Il y en a à Maroua qui forment un grand nombre de conseillers d'orientation. L'INSET de Douala forme des conseillers d'orientation déjà et je pense que l'école normale de Bamenda a déjà une filière de conseillers d'orientation, je peux me tromper là-dessus. Mais on se rend compte qu'il y a de plus en plus progressivement d'offres de formation des conseillers d'orientation. Mais la question est, est-ce que la formation qu'ils reçoivent est adaptée à l'environnement d'aujourd'hui? Est-ce que justement on donne les moyens à ces conseillers d'orientation de répondre efficacement aux besoins d'orientation qui se posent sur le terrain? Voilà la question qu'on peut se poser. Donc effectivement, il pourrait avoir un écart, d'après ce que je comprends, il pourrait avoir un écart effectivement entre le besoin social et la réalité des formations qu'ils reçoivent. Tout à fait, justement, parce que j'estime que voilà, il faudrait que l'orientation sorte des écoles, comme ça se passe dans le monde anglo-saxon, que l'orientation sorte des écoles pour être en mesure justement de répondre efficacement
à ce qui est donné comme mission à l'orientation aujourd'hui, parce que la définition de l'orientation a évolué aujourd'hui. D'accord, d'accord, ok. Et du coup, parlant du monde justement, l'orientation par exemple en France se passe comment? Je vais dire que jusqu'à récemment, l'orientation au Cameroun est à l'image, peut-être une image un peu retardée, un peu moins évoluée. L'orientation en France. En France, on va dire que les conseils d'orientation sont encore également dans des établissements. Mais il y a un effort parce que depuis 2008, je crois novembre 2008, il y a une résolution du Conseil de l'Union européenne qui redéfinit l'orientation ou bien qui cherche à imposer justement cette définition de l'orientation comme une pratique continue, mais une pratique qui doit suivre l'homme tout au long de sa vie. Donc du coup, la France s'est saisie également de cette orientation générale qui est imposée par l'Union européenne justement pour essayer de s'inscrire dans cette mouvance-là en se donnant les moyens justement de transformer l'orientation, de faire partie de l'orientation de cette dimension de fourniture d'informations immédiates qui permet de prendre des décisions immédiates à cette pratique d'accompagnement tout le long de la vie. D'accord. Et cette pratique d'accompagnement doit justement s'appesantir sur le développement de la compétence à l'orientation. Donc l'orientation aujourd'hui ne doit plus être juste une pratique qui consiste à fournir des informations à l'individu, à l'accompagner, à l'aider à choisir. Justement, docteur, j'aurais besoin, entre guillemets, de ton point de vue sur une situation que j'ai constatée. Parce qu'il faut dire que j'ai étudié au Cameroun et j'ai également étudié en France. J'ai remarqué déjà deux faits. C'est que les parents en Europe sont énormément impliqués dans l'orientation des enfants. Comment j'explique cela? C'est que moi, quand je suis arrivé en Europe, j'allais dans les salons, entre guillemets, les salons d'orientation, les salons qu'organisaient les différents, qu'organise le système, entre guillemets. Et je me rendais compte en fait que les parents amenaient leurs enfants dès le bas âge, c'est-à-dire dès la 6e, dès la 5e en fait, afin de leur montrer, de prendre les processus avec eux, d'étudier avec eux les possibilités qui se proposaient à eux, autant pour moi. Alors que chez nous, je constate que les parents sont plutôt, entre guillemets, distants, voire même très longs, voire même ignorants en fait des possibilités qu'il y a en poursuite d'études. Pourquoi est-ce qu'il y a ce grand écart là? Pourquoi est-ce que chez nous les parents ne sont pas autant impliqués qu'ici par exemple? Oui, je pense que c'est le constat que tu as fait, c'est un constat réel malheureusement, mais qui ne relève pas d'un défaut de dispositif pédagogique pour l'accompagnement. Parce que justement, si vous avez entendu parler du cahier de charges du Conseil d'orientation au Cameroun, ou bien même de tous les textes qui ont été faits pour régir la pratique de l'orientation, nous, dans le cadre de l'orientation, on parle de la communauté éducative. Et la communauté éducative est constituée de qui? Elle est constituée du conseil d'orientation, des élèves, de l'administration scolaire, donc de la pédagogie donc avec les enseignants, mais également et surtout avec les parents d'élèves, parce que les parents d'élèves sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Donc en réalité, une pratique d'orientation justement doit être une pratique concertée entre tous ces intervenants qui à un certain moment ou à un autre doivent intervenir dans l'éducation de l'enfant. Mais on se rend compte que dans la plupart du temps, les parents sont en retrait. Tu as pris le cas des journées portes ouvertes. Dans nos établissements également au Cameroun, on en organise, même si ce n'est pas récurrent. Le conseil d'orientation est supposé également organiser au sein de l'établissement des carrefours métiers. Mais comme on disait tantôt, la pratique à l'image du système en général, est-ce que le conseil d'orientation a les moyens tout seul d'organiser un carrefour métier? Un carrefour métier suppose l'implication des entreprises environnantes donc, qui viennent présenter ce qu'ils font dans leur entreprise au quotidien. Mais ça suppose également l'implication de tous les autres partenaires, soit des partenaires sociaux extérieurs, donc les assistants sociaux, l'administration de la zone. En fait, ça suppose une implication d'un certain nombre de personnes qui ne sont pas toujours disponibles ou qui perçoivent d'une certaine façon l'orientation. D'ailleurs, c'est le lieu de dire que l'un des freins à une orientation de qualité au Cameroun, c'est la perception que la communauté éducative elle-même a du conseil d'orientation. D'accord, d'accord. Donc on va dire que c'est un corps de métier qui n'est pas encore bien connu, ou du moins dont l'importance n'est pas assez visualisée ou n'est pas assez accessible. Un corps de métier qui n'est pas suffisamment accepté, mais qui n'est pas suffisamment accepté parce que justement on ne lui donne pas le moyen de se faire accepter. Parce que justement, il revient à l'État justement d'imposer, en fait, d'amener les gens à prendre en considération l'importance de l'orientation et de donner les moyens au conseil d'orientation de faire son travail. Et je profiterai justement pour parler donc de ce que je vais appeler l'environnement, un environnement capacitant. C'est-à-dire que
c'est l'État qui va créer cet environnement-là, qui va faire en sorte que lorsque on aura fourni les informations à l'enfant, on aura développé la compétence à s'orienter à l'enfant. Cet environnement-là va donner la possibilité à l'enfant d'exprimer cette compétence-là. Et cela passe justement par vraiment la prise en compte effective du rôle central que l'orientation a dans le développement de l'individu, donc tout le long de sa vie. Tout le parcours, tout le long de sa vie, absolument. D'accord, mais du coup, j'aimerais savoir quelque chose. Dans un idéal, quelle serait la place du parent dans tout ce qui est l'orientation de son enfant? Quelle est la place de l'enfant, du parent? Le parent doit être un partenaire. L'enfant ne doit pas être le prolongement. C'est l'un des problèmes auxquels on fait face justement, c'est que très souvent, les parents se projettent dans l'enfant. Ils veulent, à travers l'enfant, faire ce qu'ils n'ont pas pu faire. Non. L'orientation ne se prescrit pas. L'enfant ne doit pas être le prolongement des échecs. En fait, la correction des échecs du parent, non, ça ne doit pas se passer comme ça. Le parent doit être un partenaire du conseil d'orientation dans l'accompagnement de l'enfant. Autant le conseil d'orientation ne doit pas prescrire l'orientation du haut de sa science, non. Autant le parent lui-même ne doit pas justement imposer. Parce qu'on arrive à ces situations paradoxales là où le conseil d'orientation propose une orientation à l'enfant, le parent débat pour dire que ce n'est pas toi qui décides de ce que mon enfant doit faire. Absolument. Entre les deux personnes, a pris en compte l'aspiration de l'enfant, ni le conseil d'orientation, et parent. tout. Donc, vous voyez, ça doit être un travail concerté avec l'implication même de l'élève. Et non des situations conflictuelles comme on peut en remarquer. Effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, autant pour moi, c'est vrai qu'aujourd'hui on a des cas de figure comme ça où il y a des parents qui, avant même l'arrivée de leur enfant, ont déjà décidé ce que deviendra l'enfant plus tard. Ouais. Et en l'occurrence, et à l'école, on se rend compte qu'avec les enseignants, il y a certaines aptitudes qui vont à l'encontre justement de ce que voudraient faire, de ce que voudraient les parents, et justement ça peut créer des situations conflictuelles. Tout à fait, ça arrive très souvent. D'accord. Voilà. Et du coup, parlons de ça. Parlons un peu du cas de l'élève lui-même. Comment on fait pour choisir un métier? Je veux dire, comment on fait pour savoir que ce métier-là, c'est fait pour moi? Quand moi j'étais encore en charge d'orienter des élèves, le discours que je tiens auprès de l'élève pour stimuler justement sa capacité de réflexion, c'est une fois que l'élève est exposé à un certain nombre d'environnements du métier, il y a des stades d'orientation. Dès le bas âge, l'élève commence à se projeter chez le parent, chez l'un des parents. Je vais être médecin comme papa, je vais être pilote comme tel oncle, sans tenir compte des paramètres objectifs qui peuvent orienter ces choix. Mais au fur et à mesure, ces choix, les choix d'orientation vont se mûrir, l'enfant va mûrir ses choix d'orientation en fonction de l'environnement dans lequel il sera exposé. Donc, en réalité, moi je dis, on choisit un métier, je ne sais pas, aspiration, il y a l'aspiration à choisir. Mais maintenant, en amont, on va se poser la question, je veux être tel, je veux exercer tel métier, mais est-ce que j'ai des aptitudes qui me permettent de me former? Ça veut dire qu'il faut être informé sur le parcours qui conduit à ce métier-là. Est-ce que j'ai des aptitudes? Si je n'ai pas assez d'aptitudes, qu'est-ce qu'il faut développer pour pouvoir atteindre ces aptitudes-là? D'accord. C'est pourquoi on peut décider pour atteindre une profession, d'évoluer par palier, donc de faire autre chose qui ne l'éloigne pas nécessairement de la formation de départ, et puis progressivement d'acquérir peut-être les moyens qu'il faut pour pouvoir se former, et les compétences qu'il faut pour pouvoir se former à exercer ce métier. Je tiens absolument à préciser quelque chose qu'il a dit et peut-être qu'on n'a pas assez entendu, c'est qu'en fait, beaucoup de gens s'orientent d'une façon très verticale. Comment ils font? Ils vont aller à l'école, étudier, passer des diplômes, et après ils vont arriver par exemple après un bac A4 ou un bac C, se rendre compte que pour aller à l'école de pilotage, il fallait plutôt un bac F. Je dis peut-être une bêtise, mais le but par exemple de la chaîne aujourd'hui, c'est d'avoir des gens qui sont déjà arrivés dans ces parcours-là, qui vont nous dire, n'est-ce pas, pour faire ces parcours, l'itinéraire est celui-là. Ou aller même dans les entreprises qui forment dans les métiers qu'ils veulent faire, et justement aller demander quels sont les itinéraires qui mènent à ces métiers-là. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que bien de gens vont aller faire un itinéraire, et puis arriver au bout, ils vont se rendre compte en fait qu'ils s'étaient trompés d'itinéraire, et que pour accéder au métier qui est le leur, ou du moins qui leur passionne, il fallait faire autre chose. C'est un cas de figure, je tenais à préciser cela parce que pour moi, je pense que c'est quelque chose de très important au niveau de l'orientation. Maintenant, j'ai un deuxième petit constat parce que j'en ai fait pas mal. Il se trouve que le système en général va orienter en fonction des besoins des entreprises dans la localité, alors que pour moi en tout cas, l'orientation devrait être individuelle et sociale, dans le sens où on devrait s'orienter individuellement de par sa passion et s'orienter également socialement de par on va dire les offres d'emploi, les créations d'emplois dans la localité où on voudrait travailler, ou du moins là où on habite. Comment est-ce qu'on peut réussir à associer les deux?
C'est même ça la définition de l'orientation. L'orientation en réalité prend en compte, le processus d'orientation prend en compte les aspirations individuelles. J'insiste là-dessus, les aspirations de l'individu, ses goûts, ses aptitudes et l'environnement socio-économique. Donc, si on forme des gens, c'est pour qu'ils aillent travailler. Absolument, on est d'accord. Si on ne tient pas compte de l'environnement social, de l'environnement socio-économique qui est supposé accueillir l'individu, on va former des gens qui ne sont pas adaptés et qui ne vont pas trouver du travail peut-être parce qu'on les a formés pour autre chose. Donc, il faut tenir compte des aspirations, du goût de l'individu, de ses aptitudes à travailler, donc à maîtriser, à assimiler les compétences professionnelles qu'il faut pour, à travers la formation pour exercer ce métier, mais également de la possibilité du marché du travail. On est aujourd'hui dans un contexte mondialisé et on peut se former au Cameroun pour travailler en France. Mais le projet doit être pensé au départ, parce qu'on parle de projet professionnel. Donc, absolument. Le projet professionnel tient compte justement de l'environnement, mais également du goût, des aspirations et des aptitudes de l'individu. Oui, c'est effectivement ok. Si je veux être pilote, est-ce que le marché pour lequel je me forme recrute? Ça, c'est une question qu'on doit se poser. Absolument. Si ça recrute, est-ce qu'il y a des écoles qui puissent me former à être pilote? S'il y a des écoles, est-ce que j'ai des moyens pour pouvoir faire cette école-là? Si je n'ai pas de moyens et que je n'ai pas la possibilité de trouver des bourses, je repense mon projet autrement. Ça ne veut pas dire que j'abandonne complètement mon projet de pilote. Moi, on doit toujours avoir des choix alternatifs. Absolument. On peut avoir un premier choix. Le plan B. Avoir des plans B, C qui concourent justement à terminer plus tard peut-être à réaliser son but ultime. C'est ça. D'accord. Maintenant, on entend souvent dire que les Camerounais sont trop formés, voire surdiplômés et dans des domaines qui ne sont pas forcément correspondant aux besoins réels de la société camerounaise. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est très vrai, c'est absolument vrai, mais j'ai ma petite opinion sur les raisons de cette formation. Vous savez, on est au Cameroun dans un contexte justement où beaucoup de personnes, quand on parle du choix des métiers, les gens voient la fonction publique. En réalité, le marché du travail est dominé par la fonction publique. Donc, il n'y a pas beaucoup de création d'entreprises, il n'y a pas beaucoup d'industries, donc on ne forme pas. Et ça, c'est l'une des choses justement que l'orientation devrait faire, inciter également les gens à créer des entreprises. Parce que le marché du travail ne peut être dynamique que s'il y a des organisations privées, que s'il y a des entreprises privées qui donnent du travail. Or, dans ce contexte justement dominé par la fonction publique, où les gens se forment pour chercher à intégrer la fonction publique, il se pose que le taux de chômage est très élevé. Le taux de chômage est élargi parce que là, quand on parle de taux de chômage, ça peut prêter maintenant à débat parce qu'on va dire selon les indicateurs du BIT, le taux de chômage n'est pas aussi élevé au Cameroun que dans certains pays développés. Mais le taux de chômage, c'est parce qu'il y a le sous-emploi, il y a le travail informel qui masque. Oui, qui cache un peu, entre guillemets, effectivement. La réalité. La vraie réalité du chômage. Donc, le taux de chômage étant très élevé, beaucoup de personnes restent longtemps à l'école dans l'espoir justement de pouvoir réussir à un concours. Jusqu'à l'insertion et tout. Et finalement, on passe beaucoup de temps, on vieillit à l'école et c'est peut-être même la seule option qu'on a pour pouvoir continuer à bénéficier de l'argent des beignets à la maison parce que une fois qu'on a arrêté à l'école, on est addict. On est un homme. On est un homme, donc on ne peut plus bénéficier du soutien familial. Donc les gens restent longtemps à l'école et la force des choses fait que finalement les gens deviennent des docteurs. À force d'aller à l'école en attendant. De trouver quelque chose à faire. D'accord, ok. Et du coup, c'est bien que tu as parlé de création d'entreprise. Est-ce qu'aujourd'hui, la formation au Cameroun pense à cela? Parce qu'effectivement, on constate qu'entre la capacité de recrutement de la fonction publique et le nombre de sortants d'école, le différentiel est énorme. Le gouvernement ne peut plus clairement. Mais est-ce que le projet de formation au Cameroun a pensé justement à cette alternative, notamment à des formations qui sont orientées vers la création des valeurs, la création d'entreprises ou pas? Oui, je pense que ces dernières années, les choses sont faites de mieux en mieux, en fait de plus en plus en tenant compte de ces paramètres-là. L'État s'est rendu à l'évidence que voilà, il faut vraiment inciter la création d'entreprises. Et on se rend compte que dans des universités, il y a de plus en plus des formations, même si je ne sais pas comment ça se passe, mais des formations sur la création d'entreprises. On se rend compte qu'il y a de plus en plus des structures parallèles accompagnées par le ministère de la formation professionnelle qui encouragent justement la formation, des formations vraiment professionnalisantes qui débouchent sur l'installation en compte personnel ou sur la création de micro-entreprises. Il y a tout un ensemble de programmes qui accompagnent
Même si voilà, on peut accuser la gouvernance dans ces programmes-là, mais il y a quand même un effort et qu'il faut juste améliorer. D'accord. Parce qu'il faudrait que les gens comprennent, et l'État le comprend, il faut qu'on encourage la création d'entreprises. Donc le gouvernement, on va dire aujourd'hui, le gouvernement a pris conscience de la réalité du problème. Ouais. Ok. Il se pose davantage maintenant un problème de gouvernance dans ces programmes-là. Ok. Il y a plein de programmes qu'on peut citer. Le programme IMO, par exemple, haute intensité de main-d'œuvre, le PAGEU, qui fait les jeunes. Il y a un certain nombre de PARIFOP dans les lycées. Donc, c'est un programme d'appui à la formation professionnelle dans les lycées techniques déjà. Donc, les choses avancent. Petit à petit, mais avancent quand même. D'accord. Et du coup, on peut faire mieux. Donc. Bien évidemment, on peut toujours faire mieux. On est absolument d'accord là-dessus. Et du coup, pour la dernière question de cette petite partie, de cette première partie en fait, qu'est-ce que tu proposerais comme solution idéale pour pouvoir harmoniser en fait entre guillemets l'orientation et tout en prenant en compte le constat justement qu'aujourd'hui il n'y a pas de travail pour les gens. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on devrait orienter les gens massivement vers l'entrepreneuriat ou vers le salariat, ou comment est-ce qu'on pourrait faire pour harmoniser, pour créer un équilibre en fait entre la réalité du travail aujourd'hui au Cameroun et le besoin de trouver quand même, de pouvoir nourrir sa famille en fait? Si on doit répondre à cette question en restant sous l'angle de l'orientation, je dirais que il me semble important que l'orientation sorte des établissements scolaires pour casser l'image qu'on a du conseil d'orientation, qui est quelqu'un qui aide les gens à choisir des filières. Et voilà. Et que justement, on revoit la politique d'orientation. Vous voyez, une parenthèse pour passer. Et on est arrivé justement avec cet héritage colonial à croire qu'à un certain moment, que les élèves qui étaient les moins bons, les plus âgés à l'école primaire et les plus faibles devaient aller faire l'enseignement technique. Et que c'est les plus forts devaient aller faire l'enseignement général parce qu'on les forme pour être des administrateurs. Alors qu'en réalité, ceux qui ont besoin d'avoir de meilleures aptitudes, c'est eux qui doivent aller à l'enseignement technique, parce que l'enseignement technique, ils vont faire toutes les matières de l'enseignement général avant de faire les matières de l'enseignement technique. J'ai fait les frais. Une intelligence spéciale. Donc ça, c'est des problèmes justement qui se posent à l'orientation. Or, justement, si c'est les meilleurs qu'on a envoyé se former en technique, ils auront obligatoirement, une fois qu'ils ont fini leur formation, s'il n'y a pas d'industrie pour les employer, nécessairement, ils vont chercher à créer pour eux-mêmes. Vous voyez? Ceux qu'on envoie et qui n'ont pas le niveau finissent par sortir au bout de la deuxième année, troisième année, et restent des simples employés. Effectivement. C'est vrai que ça, c'est une problématique très importante. Voilà, c'était une parenthèse pour dire qu'aujourd'hui, il me semble important que l'orientation sorte de l'école pour être ouverte à tout le monde. Le conseil d'orientation ne doit plus être un conseiller d'orientation scolaire dans l'établissement. Il doit être un véritable conseiller d'orientation scolaire et professionnelle et s'installer peut-être en cabinet ou bien, je ne sais pas comment on pourra organiser, mais qu'il soit ouvert à tout le monde, qu'il ne reste pas dans les établissements. Et il doit donc, dans ce sens, accompagner les individus, pas seulement à choisir des filières de formation, mais également à s'insérer dans le monde professionnel. Et s'insérer dans le monde professionnel, c'est si on n'a pas reçu le concours, on peut vous accompagner dans la construction de votre projet professionnel, qui peut être un projet d'installation à compte propre, qui peut être un projet de création de micro-entreprise. Si on le fait et qu'en parallèle, l'État prend conscience du fait qu'il faut qu'il crée un environnement capacitant, comme j'ai dit tantôt. Vous voyez, c'est un environnement capacitant et des conseillers d'orientation qui forment à intégrer cet environnement-là. Ce n'est que du bonheur. Voilà. D'accord. Effectivement, ce dont ils viennent de parler, ça fait partie des projets de la chaîne. Le but de la chaîne, c'est pas uniquement de faire des vidéos aujourd'hui, en tout cas. On commence par là. Mais le but vraiment, c'est d'apporter réellement cette réponse-là à la question de l'orientation scolaire et professionnelle. Bon, déjà, merci Charles de nous avoir donné cet aspect-là de l'orientation, de nous avoir donné ton expertise, de nous avoir donné ton retour d'expérience par rapport à l'orientation. Donc, j'espère que vous en avez apprécié davantage, que vous avez aimé le contenu, parce que nous avons énormément travaillé pour pouvoir avoir cela. Donc, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et surtout restez là parce qu'il y a la deuxième partie qui va certainement apparaître dans la chaîne dans les jours qui vont venir. Donc, on était avec le docteur Charles. Merci, Emmanuel. Merci encore.